chaque jour allant pour un certain travail, poursuivant un certain rêve, obtenant un certain salaire, puis dépensant ce salaire pour d'autres rêves. C'est donc un cycle constant. Est-ce que ça se termine un jour? Et essayez-vous encore de nous montrer un miroir? Vous voyez, la voie de sortie n'est pas difficile, car la voie de sortie est la voie d'entrée. Et c'est pourquoi le miroir est le seul instrument qui puisse aider. Nous n'avons pas besoin d'atteindre un lieu particulier, une solution, une béatitude, une ambition ou une réussite. Vous n'avez pas votre propre lumière, alors vous suivez celle des autres. Le tableau de bord est là. Allume les phares et conduis ta propre voiture à ta façon, sur ton propre itinéraire. Rien de ce qu'on t'a dit n'est trop sacré pour être remis en question. Rien n'est interdit. Cela doit être l'attitude. Ne prends rien comme sacré. Vous savez, que devrait-il retenir de cette discussion? Comment? Le livre? Contacter? Bien sûr, le livre est la réponse. Aucun doute là-dessus. Certainement. Bonjour et bienvenue à nouveau dans ce reportage spécial sur NDTV. Je m'appelle Preeti Dahiya et je suis en conversation avec Acharya Prashant. Acharya Ji, votre dernier livre publié qui est La vérité sans apologie. C'est un livre fantastique et essentiel, facile à lire pour tout âge, toute génération. Oui, c'était le but, d'apporter le meilleur à chacun sous une forme qu'ils choisissent, avec des mots auxquels ils peuvent s'identifier, dans des questions qui leur sont importantes. Donc, j'ai écrit ceci en pensant à la personne générale, à l'homme de la rue, au lecteur habituel. Et cela ne nécessite aucun type de connaissance préalable pour comprendre. Cela ne demande pas de continuité en termes de longs chapitres. Chaque chapitre, comme vous l'avez remarqué, est une entité autonome et complète en soi. Et il s'étend sur 1 ou 2 pages seulement. D'accord. Les sujets du livre sont variés. La peur, l'ambition, l'amour, la solitude, les désirs, l'estime de soi. Vous les nommez et vous y êtes confrontés dans la vie quotidienne. Ainsi, c'était la condition que je m'étais imposée. Pouvez-vous répondre aux questions les plus courantes et parfois les plus difficiles? Aussi brièvement que possible et aussi utilement que possible. Moi, j'ai relevé le défi et voyons voir ce qu'il en ressort. Je vais mettre le doigt sur ce segment particulier qui parle de gens comme moi, les esclaves de l'entreprise. Nous sommes dans une routine, si je peux dire ça. Chaque jour, nous allons vers un certain travail, poursuivant un certain rêve, recevant un certain salaire, puis dépensant ce salaire sur d'autres rêves. Alors, c'est un cycle constant. Est-ce que ça se termine un jour et essayez-vous encore une fois de nous tendre un miroir ou essayez-vous aussi de nous offrir une sortie? Vous voyez, la voie de sortie n'est pas difficile, car la voie de sortie est la voie d'entrée. Et c'est pourquoi le miroir est le seul instrument qui peut t'aider. Hein? Nous n'avons pas besoin d'atteindre un endroit particulier, une solution, un bonheur, une ambition ou une réussite, n'est-ce pas? Ce que nous devons voir, c'est si les chemins que nous avons pris nous donnent vraiment ce que nous voulons. Vous avez demandé, est-ce que tout cela finit un jour? Je ne sais pas, mais la vie finit. Hein? Nous sommes des créatures de temps limité. Et en tant que créatures de temps limité, il est très important de s'investir judicieusement. Oui. Une question que je pose souvent à mon public est toutes ces choses que vous faites tout au long de la journée. Si on ne vous avait pas dit de les faire, en auriez-vous fait ne serait-ce qu'un seul?
Y a-t-il quelque chose que vous faites qui soit vraiment original et en ce sens, le vôtre? Y a-t-il quelque chose que vous connaissez, tenez comme idée, ou une chose, ou une affaire, ou une conclusion dans votre esprit, que vous n'avez pas été dit par d'autres? Alors, quel est l'intérêt d'investir votre vie sur les choses fixées par d'autres? Pas vrai? Après tout, si vous êtes ambitieux, si vous êtes un requin d'entreprise, ce que vous voulez est quelque chose pour vous-même. Non? Vous pensez avoir des désirs. Vous pensez qu'ils sont vos désirs. Et vous croyez que vos désirs vous combleront. Et si, même si les désirs sont satisfaits, vous ne vous sentez pas comblé parce que ces désirs n'étaient jamais vraiment les vôtres. C'est presque comme le serveur qui sert des plats sur une table. N'est-ce pas? Le serveur a apporté la nourriture. Quelqu'un d'autre s'installerait. Quelqu'un d'autre serait comblé. Peut-être que nous réussissons dans beaucoup de choses, mais ces choses sont-elles vraiment à nous, n'est-ce pas? Le Bouddha a donné l'exemple de la cuillère dans la soupe. La cuillère rapporte la soupe à tant de gens, tant de bouches. Mais la cuillère ne goûte jamais la soupe, bien que la cuillère soit Et plongé dedans. et trempée dedans, et connaît un succès incroyable. Oui. Il aura un long curriculum vitae. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Puis finalement, la question que la vie poserait est « Qu'est-ce que tout cela t'a apporté ?» Qu'est-ce que tout cela t'a apporté? Et pour répondre à cette question, vous devez d'abord savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, nous ne nous posons pas cette question. Oui. Est-ce de là que viennent le sentiment de vide et d'incomplétude? Ce vide vient du fait d'être trop comblé, car ce n'est pas que vous ne parvenez pas à répondre à cette question. On vous a donné des réponses toutes faites préexistantes. Donc, c'est au-delà de ce dont vous avez vraiment besoin. C'est un fardeau supplémentaire que vous ne devriez jamais avoir. Pourquoi poser une question si vous avez déjà tellement de réponses? N'est-ce pas ce que notre culture, notre conditionnement, notre éducation, notre famille, nos médias, notre société, notre religion font constamment? Ils nous donnent des réponses toutes faites. Et quand vous avez ces réponses toutes faites, où est la question? Quel est le but alors de s'interroger? Mais il est également vrai qu'à un moment de votre vie, vous êtes confronté à cette question, peut-être en vous regardant dans le miroir, en vous préparant ou peu importe. Et vous avez ce sentiment d'être incomplet. Oui, parce que les réponses que vous avez reçues sont lourdes, pesantes, énormes, mais jamais satisfaisantes. Jamais satisfaisantes. Maintenant, que faites-vous? Vous êtes, de toute évidence, intérieurement incomplet. Et vous vous demandez, alors que faire? Il existe même des réponses toutes faites à cette question. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Les gens posent la question. Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi ressentez-vous cela? C'est une émotion inutile. Oui, ça. L'idée ici est de ne pas commencer par « que me manque-t-il » La façon d'y arriver est de partir de « qu'est-ce que j'ai ?» Pas à partir du manque, mais de la présence. Voyez-vous, vous pourriez commencer par demander « que veux-je de plus ?» C'est une approche et l'approche habituelle. L'autre approche est « j'ai déjà tout cela. Peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses que je désire, mais j'ai déjà tout cela. Pourquoi ai-je tout cela? À quoi cela sert-il? Qu'est-il arrivé à toute l'énergie, le temps et l'attention que j'ai donnés? Quel est le véritable retour sur investissement? C'est ainsi que vous commencez. Peut-être que les gens comprendront mieux en termes de retour sur investissement. Conditions de rentabilité. Alors, j'ai accumulé tout cela. Oui, tout cela est là, et je suis censé avoir tout cela pour me sentir bien. Mais laissez-moi me poser très franchement, la question du miroir. Qu'obtenez-vous réellement en ayant tout cela? Et une fois que cette question est posée, vous n'avez vraiment pas besoin de voyager loin pour obtenir une réponse. Vous réalisez que le centre d'où vous avez accumulé toutes vos affaires actuelles
est un centre de gaspillage. Et tout ce que vous faites en continuant comme la même personne sera encore plus gaspillé. Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'avenir? Pourquoi ne pas commencer par ce que je suis déjà devenu aujourd'hui? J'ai été en voyage d'accumulation et je suis devenu quelque chose aujourd'hui. Je suis devenu quelque chose aujourd'hui. Pourquoi ne devrais-je pas me demander qu'est-ce que j'obtiens en devenant ce que j'ai? D'accord. N'est-ce pas? Et c'est une question factuelle parce que cela ne laisse aucune place à la spéculation. Vous avez votre travail, vous avez ceci, vous avez votre voiture, vous avez votre agitation, votre compétition, vos rêves et vos désirs. Vous avez toutes ces choses. Alors, la question est, même si je réussis dans tout cela, et j'ai réussi bien des fois, qu'est-ce que j'obtiens réellement? Qu'est-ce que j'obtiens vraiment? Il y a une petite, vous savez, confusion ici. Quelle est la valeur de l'ambition dans la vie de quelqu'un? Pourquoi? Ou est-il vraiment important d'avoir de l'ambition? Et si nous n'avons pas un certain objectif en tête, alors encore une fois, une vie sans but est-elle sans valeur? Juste, donc... Non, la question n'est pas de savoir s'il doit y avoir un but. La question est d'où vient le but. Que faire si vous ressentez très fortement ce que vous désirez ou quelle est votre ambition? D'où vient la sensation? D'où vient la sensation? L'ambition est le désir. Le désir aura des objectifs. Donc, ambition, désir, objectif, but, ils appartiennent tous à la même famille, n'est-ce pas? La question est, d'où viennent ces objectifs, ou buts, ou ambitions? Je ressens fortement avoir quelque chose. D'où vient ce sentiment? Est-ce que je sais vraiment? Et si je ne sais pas, alors c'est un sentiment vide et aveugle. C'est. Cela pourrait être une condition physique, cela pourrait être une empreinte sociale, cela pourrait être n'importe quoi, mais c'est sûr, ce n'est pas moi. Alors, donnez-moi un exemple d'ambition intentionnelle. Comment cela se manifesterait-il? Comment quelqu'un saurait-il que c'est mon propre moi authentique d'origine qui aspire à obtenir une certaine chose? Quand vous êtes clair sur les faits de la vie, quand vous ne faites pas que dire « j'ai envie de le faire » et que quelqu'un vous demande « mais pourquoi avez-vous envie de faire cela ?» Vous répondez « non, c'est juste que ça fait du bien. C'est une émotion, c'est un instinct. » Ou « c'est une intuition que cela doit se produire. » Mister. Ce genre d'expression vague et floue est un fort indicateur que vous venez d'un endroit intérieur d'ignorance. Vous n'avez pas de faits. Vous n'avez que des sentiments. C'est une chose. Le deuxième indicateur est lorsque vous voulez accomplir des choses. Et vous constatez que la réussite ne profiterait qu'à vous ou à votre cercle proche, alors il y a probablement un problème. Quand vous venez d'un endroit de clarté, vous pouvez toujours avoir des objectifs. Les objectifs ou ambitions ou cibles ne sont pas un problème. L'endroit d'où ils viennent pourrait être le problème. Quand vous avez le bon endroit pour fixer des objectifs à partir de... Alors vos objectifs ne sont rarement seulement pour vous-même. Vous constatez qu'ils profitent à tout le monde en général, et pas seulement à votre espèce. Parfois, à toutes les autres espèces. Mystère. Alors, donc il y a des indicateurs. Peut-on dire que parfois notre ambition, disons, elle prend racine dans notre cœur et notre esprit à partir de ce que nous avons vécu? Je vais juste citer un exemple au hasard. Un garçon qui a vécu son enfance dans la pauvreté et qui a réussi à obtenir une éducation pour réussir dans la vie, disons qu'il est devenu diplômé ou quelque chose comme ça, et son ambition est de gagner beaucoup d'argent, de gros sous, afin que sa famille n'ait pas à vivre dans cette pauvreté, les générations futures n'aient pas à le faire. Est-ce la bonne façon d'avoir une ambition ou encore une fois, est-ce affecté? Il réagit à son passé. D'accord. Et en ce sens, il gâche à nouveau sa vie. Il y a une pauvreté qui peut gâcher votre vie. Et il y a une abondance qui peut gâcher votre vie. Alors, que conseillez-vous à une telle personne? Et si cette personne avait un talent particulier pour les arts? Je comprends que si la famille est encore pauvre, il doit subvenir à leurs besoins. Mais le fait est que les besoins réels, les vrais besoins, ne demandent pas beaucoup. Vous devez subvenir aux besoins de votre famille, c'est bien. Mais ce n'est pas parce que
Vous réagissez à une pauvreté abjecte, que vous vous lancez dans une frénésie d'accumulation, ce qui est souvent le cas, et les gens le racontent avec fierté. Ils disent « Vous savez, je viens d'un milieu tellement pauvre, et maintenant j'ai des millions. » Non, 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 monsieur. Ceci est juste une réaction, et vous avez gâché beaucoup de choses pour vous. Oui, la pauvreté n'est pas quelque chose que nous voulons voir là-bas, mais en même temps, nous ne voulons pas l'opposé de la pauvreté. Vous savez, je viens d'un milieu où, disons, le père était ce que l'on peut appeler un homme faible. Homme faible, hein? Et, en tant que fils, j'ai souffert parce que le père était faible. Pas affirmé, pas dominateur, pas puissant. C'était mon impression. Et je pense avoir souffert parce que mon père était ainsi. Alors, quand j'ai un fils, je deviens autoritaire. C'est une réaction. Vous laissez le passé dicter votre présent et votre avenir, hein? Dans le sens opposé. Vous voyez, le passé se prolonge, mais d'une manière très curieuse, parfois comme une continuité et parfois comme un opposé, parce que nous avons été un peuple très tolérant dans le passé et avons souffert à cause de cela. Alors devenons maintenant très chauvins, très intolérants et très violents. C'est une réaction. Alors ce n'est pas la bonne façon. La façon de se demander est « J'accorde tellement de valeur à cette chose. Où ai-je appris à la valoriser? Et quand et comment? Qui m'a dit qu'une telle chose est vraiment précieuse? » C'est une question très importante à poser. Je m'investis pleinement dans cela. Cela peut être un travail, une croyance, une idéologie, une relation. Vous voulez construire une maison et vous vous y investissez totalement. Vous voulez avoir une voiture plus grande. Vous voulez vous installer à l'étranger. Vous avez des désirs, vous avez quelque chose. Ou vous êtes un missionnaire, vous vous investissez dedans. Cela vaut la peine de poser cette question. N'est-ce pas d'où m'est venue cette pensée? Est-ce vraiment la mienne? L'ai-je examinée? Mais Acharyaji, vous m'avez dit une chose, lorsque nous sommes tous jeunes, vous savez, chaque enfant a un ensemble de parents qui, durant les premières années, peut-être même jusqu'au moment où vous devenez adolescent, plus affirmés et commencez à vous identifier, vous disent, n'est-ce pas, que « Oh, tu es très actif, tu seras bon en sport » ou « Je vois que tu fais de bons mouvements de danse, tu seras un bon danseur ». Pourquoi n'essaies-tu pas ce cours d'activité, et cela pousse un enfant vers un certain potentiel? Où quelqu'un est bon en maths, oh, tu seras un très bon banquier, alors fais plus attention à ça, et ainsi de suite. Pour ces jeunes auditeurs en ce moment, que diriez-vous est le bon âge pour identifier votre vrai moi? Y a-t-il un âge pour cela? Y a-t-il un processus pour cela? Quand devrait-il se rendre compte que, d'accord, maintenant j'ai assez fait ce que mes parents me disaient de faire. Je devrais sortir de ce cercle maintenant? C'est un processus. Et ça commence à un très jeune âge. Et c'est la caractéristique d'une bonne parentalité, de commencer ce processus le plus tôt possible. Je dirais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Si jeune. Je veux dire, pourquoi ne pas parler à l'autre comme un être conscient? N'est-ce pas? D'accord, comprenez-vous cela? L'aimez-vous? Pourquoi? Hein? Je vous présente 4 options. Voulez-vous en choisir une? D'accord. Pourquoi avez-vous choisi celle-ci? Waouh! Et en quoi ce choix diffère-t-il de celui que vous avez fait hier? Au fait, vous souvenez-vous de ce que vous aviez choisi hier? Non, maman. D'accord. Hier, vous avez choisi la pomme et aujourd'hui les raisins. D'accord, qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? En fait, mon ami mangeait des raisins. D'accord, très bien. Donc, parce que votre ami mangeait des raisins, aujourd'hui vous choisissez les raisins? Oui? D'accord. Donc vous admirez vraiment votre amie, vous voulez l'imiter? Non, elle n'est pas très bien. D'accord. Si vous ne l'admirez pas, pourquoi l'imitez-vous? Je n'ai pas vu ça, maman. Vous voyez, cela peut commencer très tôt. Alors, encourager un esprit curieux. Oui. À un très jeune âge? Oui. Et qu'il n'y ait pas de vache sacrée.
Rien de ce qu'on vous a dit n'est trop sacré pour être questionné. Hum. Mhm. Vous pouvez tout remettre en question. Vous pouvez poser toutes les questions. Rien n'est interdit. C'est l'attitude à avoir. Ne rien considérer comme sacré. Oui, on te dit beaucoup de choses. Prends-les comme des choses dites, pas comme des vérités absolues. Là-bas, il n'y a rien d'absolu dans la vie ici. Tout cela est une construction. Et toutes les constructions sont vulnérables aux questions, les bonnes questions. D'où cela vient-il? Mister, quelles sont ses limites? Dans quelle mesure je coopère avec elle? Nous avons donc parlé de l'importance d'un départ précoce. Cela peut jouer un grand rôle dans le façonnement de la personnalité de quelqu'un à long terme. Y a-t-il aussi un point de non-retour? Est-il jamais trop tard? Pratiquement, il y a un point de non-retour, mais je ne veux pas l'admettre. Je préfère le combattre. Mais pratiquement, oui. Il y a. Il se trouve que il y a une ligne. Il y a un seuil. Et si vous avez franchi cela, il faut alors un effort surhumain pour vous racheter. Il faut une énergie inimaginable pour te ramener. Ne franchis pas cette ligne. Mais en même temps, il est inhumain d'accepter qu'il existe quelqu'un, ou beaucoup de gens, ou peut-être la plupart de la population de cette planète qui a déjà franchi cette ligne. Je ne veux pas admettre ça. Je veux continuer à me battre. Mais pratiquement, oui, c'est vrai. Il y a une limite. Et il faut être assez conscient pour ne jamais la franchir. Une fois franchie, c'est difficile. Très difficile. Ce n'est pas juste une action aléatoire ou un épisode isolé. Ce franchissement de la ligne. C'est une progression. On se déplace vers cette limite. On s'en rapproche jour après jour. Oui. Et puis lentement, progressivement, la chose empire au point de ne plus pouvoir être réparée, de ne plus pouvoir revenir en arrière. Vous devenez incorrigible et comme la vie vous met au rebut. C'est juste tellement laid à mentionner et tellement blessant à voir. Je ne veux pas l'admettre. Donc, un conseil pratique est de l'identifier avant qu'il ne soit trop tard. Ça a beaucoup de sens, mais allons, changeons un peu de sujet ici, hein, parce que c'est aller dans un territoire très profond et je pense que j'aurai besoin de conseils personnels quand les caméras seront éteintes. Mais venons-en maintenant à ce chapitre très intéressant où vous parlez du mythe du temps libre. Cela m'a vraiment touchée. Bon, la vie mérite un but et de la passion. La vraie liberté se trouve dans un travail significatif, pas dans l'oisiveté vide. Maintenant, encore une fois, je vais le relier à une expérience très centrée sur les femmes. Une personne qui travaille du matin au soir est simplement, vous savez, complètement absorbée par les tâches ménagères, a aussi sa propre carrière, beaucoup de responsabilités envers les personnes âgées de la maison, et vous savez, tout cela. Est-ce mauvais pour elle d'espérer un peu de temps libre et d'oisiveté? Pas mal pour elle. Dans son propre paradigme, dans le cadre de sa vie actuelle. Le temps libre n'est pas seulement requis, c'est une nécessité. Ouais. C'est une nécessité. Redémarrage du système. C'est un redémarrage du système. Sans cela, elle va juste s'épuiser. Oui. Mais la qualification est dans le cadre de sa vie. Dans le cadre de sa vie. Ce que je souligne, c'est pourquoi vivre une telle vie où le travail nécessite une compensation sous forme de temps de récupération. Mais dormir fait aussi partie de notre récupération. Nous en avons tous besoin. Non, cela va, cela va. Je ne parle pas du sommeil comme d'un temps d'inactivité. Non, je dis juste que le système est tel que toute la journée, d'une manière ou d'une autre, votre travail vous consume. Et dans cela, de façon répétée, vous le faites.
Dans ce cadre, le travail va vous consumer. Il existe un autre paradigme où le travail te rajeunit en fait. D'accord. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de temps d'inactivité. Mais tout le monde n'a pas ce luxe. Ce n'est pas un luxe. C'est la prérogative fondamentale de la vie. C'est votre responsabilité essentielle envers vous-même. Voyez-vous, évidemment, si l'on a un travail qui épuise l'âme, on doit se déconnecter à un moment donné. On doit dire « assez pour aujourd'hui, et maintenant je dois aller me détendre, et plutôt me rétablir et me réparer. » C'est nécessaire. Donc j'accepte totalement que dans la plupart des emplois que les gens ont, et dans le genre de vie que la plupart d'entre nous mènent, le temps libre est une nécessité. Ce que je demande plutôt, c'est pourquoi devons-nous mener ce genre de vie? Pourquoi le travail ne peut-il pas être si séduisant que vous n'exigez ni récupération ni rémunération? Pourquoi le travail ne peut-il pas être tel que l'on puisse travailler même sans salaire C'est délicat. et dire « je suis prêt à payer pour travailler ici ». Je suis prêt à payer pour avoir ce genre de travail. C'est une autre question. Où paieriez-vous? Je vais supposer que je n'ai pas écouté cela. Je n'ai pas entendu celle-là. Alors, je veux dire, il s'agit juste d'essayer de pousser les choses à ce point pour faire passer un message. Mais s'il vous plaît, comprenez. Si puis-je vivre du cœur? Et si je peux vivre du cœur, ai-je besoin de rémunération? Ai-je besoin de récupération? Oui, une récupération pourrait être nécessaire au sens physique. Je veux dire, je suis un joueur de tennis. Évidemment, je ne peux pas continuer à jouer 5 heures chaque jour. Donc, en ce sens, une récupération pourrait être nécessaire. Mais serais-je jamais intérieurement fatigué si je mène la bonne vie et que je me suis soumis à la bonne mission? Serais-je jamais intérieurement fatigué et juste lassé de tout? Non, je ne me déconnecterai jamais. Dans ce sens, vous savez, ce serait une punition de ne pas travailler. Je n'attendrai pas avec impatience les dimanches. Je n'essaierai pas d'avoir des congés ou des vacances. Non, je ne blâme pas ceux qui prennent des congés ou profitent de leurs vacances. Non, non, non. Dans le cadre de leur vie telle qu'elle est, il est très important de décoller. Il est très important d'avoir des vacances dans le cadre de leur vie, mais je remets en question ce cadre lui-même. Pourquoi avoir une telle vie? Pourquoi avoir une telle vie? Pourquoi avoir ce genre de travail qui rend important pour vous de quitter le bureau et de passer la carte et de dire « je suis sorti, je suis parti, j'ai fini pour la journée, ne m'appelle pas maintenant. » Mode ne pas déranger. Mode ne pas déranger. Et plutôt, j'ai tous ces nombreux congés payés pour l'année et j'utiliserai chacun d'eux. Vous savez, ce genre de choses. Pourquoi le travail ne pourrait-il pas être une histoire d'amour? Pourquoi toute la vie ne peut-elle pas être une histoire d'amour? Pourquoi devons-nous supporter les choses? Pourquoi les choses doivent-elles être de nature à nécessiter de la tolérance? Mon cœur n'est pas vraiment dedans, mais je vais m'y faire. Je dois supporter ça d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ces déclarations doivent-elles exister? En raison des besoins, plusieurs besoins que nous avons dans notre vie, nous devons supporter ce genre de circonstances. Oui, mais vous savez, la fine ligne entre un besoin véritable et un besoin emprunté, un besoin réel et un désir, cette ligne est le résultat de l'auto-observation. Quand vous savez ce dont vous avez vraiment besoin dans la vie, et moi je ne parle pas ici du genre de simplicité frugale. Je ne dis pas qu'on doit vivre avec 1/10 de notre salaire parce que c'est ça. La sagesse et la spiritualité. Non, rien de tout ça. Nous avons tous des besoins réels, mais les avons-nous identifiés? Au lieu de cela, nous pourrions investir notre temps à satisfaire des désirs aléatoires, superficiels et empruntés. Et pour satisfaire ces désirs, nous devons travailler dur et nous démener. Je pense que nous, les esclaves d'entreprise, sommes dans une course pour accumuler. Accumuler, pourquoi faire? Juste pour, vous savez, s'intégrer dans les structures qui nous entourent. Comme je vois beaucoup de compétition.
Disons, vous savez, c'est les vacances d'été. Tout le monde publie des stories Instagram disant qu'on part en vacances dans tel pays ou tel État ou peu importe. Immédiatement, il y a un sentiment de compétition. Oh, je suis assis à la maison, je rate le bus ou le train ou l'avion. Ce sentiment d'être laissé pour compte. Quand vous entendez quelqu'un dire « Oh, j'ai acheté un nouveau 3 BHK dans telle ou telle société, complexe d'appartements ou quoi que ce soit », vous ressentez que « Oh mon Dieu, je n'en ai qu'un, que vais-je laisser à mes enfants ?» Alors cette course à l'accumulation, est-ce que c'est quelque chose qui nous empêche de vraiment identifier ce dont nous avons besoin? Non, ce n'est pas vraiment la première chose, la course à l'accumulation. C'est une course pour fuir de soi-même, parce que je ne sais rien sur moi-même et mes vrais besoins. Par conséquent, il devient nécessaire pour moi de courir derrière les autres et de les imiter. Quelqu'un est allé en Suisse et vous l'avez suivi la saison suivante en disant « une autre case cochée ». Ouais. N'est-ce pas important d'être honnête et de se demander « qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'en retire? » N'est-ce pas? Vous avez plusieurs climatiseurs dans votre maison. Et puis, il y a un endroit où vous n'en avez même pas besoin. Mais parce que quelqu'un d'autre en a un, vous décidez d'en acheter un. Ou des voitures, ou tout ce que la personne corporative normale recherche. C'est donc une obscurité intérieure. L'obscurité intérieure signifie que vous suivez chaque source de lumière ponctuelle, que vous voyez n'importe où. C'est presque comme si, vous savez, ça a dû vous arriver à un moment donné où vous en avez entendu parler. Sur une autoroute sombre, vous découvrez que vos phares sont partis. Que faites-vous alors? Faites confiance à votre instinct. Vous voulez suivre un autre véhicule. Oui, suivez peut-être la ligne sur la route. N'est-ce pas? Oui, suivre la ligne sur la route. Ou bien, c'est comme si vous suiviez ce véhicule de près. Oui. L'autre voiture? Ouais. Donc, comme vous n'avez pas votre propre lumière, vous devez suivre celle des autres. Wow. Vous n'avez pas votre propre lumière, alors vous suivez celle des autres. Le problème n'est alors pas l'accumulation. Le problème réside dans ces phares et ils ne sont pas défectueux. Simplement, on vous a appris qu'il est normal de suivre les autres. L'interrupteur est ici. Vous pourriez être en sécurité, oui. Le tableau de bord est là. Mettez-les, allumez les lumières et conduisez votre propre voiture à votre manière, sur votre propre itinéraire. C'est un sujet fascinant, Acharya-ji. Avant de conclure cette discussion, je voudrais que vous donniez aux spectateurs une sorte de conclusion de cette discussion. Vous savez, que devrait-il retirer de cette discussion? Comment tendre la main? Bien sûr, le livre est la réponse. Sans aucun doute, absolument. Mais comment atteindre ce bouton sur le tableau de bord qui vous manque jusqu'à présent? Soyez attentifs à votre propre état. Vous suivez ce maudit camion, n'est-ce pas? Vous n'en retirez rien et vous le savez. Soyez juste honnête et admettez-le. Nous sommes tous un grand tas de chagrin à l'intérieur. Hein? Nous venons de trouver des mécanismes de défense pour nous distraire de notre véritable condition. En fait, nous ne sommes pas joyeux. Nous n'allons pas bien. Nous le savons. C'est pourquoi nous avons besoin de tant de divertissement. Non. C'est pourquoi nous évitons la profondeur. Car dès que vous allez profondément, tout ce que vous trouvez est la misère et le chagrin. Hein? Soyez sensible à vous-même. Voyez, la façon dont vous vivez vous inflige une douleur encore plus profonde. Pourquoi vous soumettre à une souffrance inutile? Non? Et puis, vous tendez la main vers le tableau de bord et allumez la lumière. Eh bien, sur cette note, je ne pense pas avoir autre chose à ajouter vraiment. Les mots de sagesse ont été dits, ont été écrits. Alors appuyez sur votre bouton sur le tableau de bord et essayez peut-être de réorganiser votre vie si nécessaire. Merci encore, Acharya-ji, pour cette merveilleuse conversation. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Salut monsieur, je suis Rehan, Acharya-ji en Jade Seton. J'écoute Acharya-ji depuis 5 ou 6 mois. J'ai lu de nombreux livres d'Acharya-ji après l'avoir écouté, comme 7, 8 livres de lui, Shivoham, Vedanta, Atambodh, Bhagavad Gita, Ashtavakra Gita, et il m'a aidé.
C'était tant de grands noms pour que je puisse les lire et apprendre beaucoup de choses d'eux et apprendre la grandeur d'eux. Et j'étais très attiré par le caractère de Krishnaji et Acharyaji m'a montré la dimension très différente de lui. Donc, j'ai aussi appris qu'il faut donner, ne pas réprimer ses désirs. Donner la bonne direction à ses désirs est une bonne chose. Si je suis malade, alors mon désir devrait être pour un médecin, comme Acharyaji l'a dit dans sa vidéo aussi. Alors, Acharyaji a aussi dit que la connaissance est comme le toucher d'une princesse, qui peut transformer une grenouille ou un désir en un beau roi.